Dans cette vidéo, nous allons expliquer l'erreur spiritualiste. Nous allons analyser les intuitions spiritualistes et les principaux arguments qui soutiennent cette conception, et nous vous proposerons une esquisse du fonctionnement de l'âme, de la conscience et de l'esprit. Mais pour pouvoir correctement aborder ces questions, il me paraît déjà nécessaire de casser un certain nombre de préjugés religieux qui embrouillent le traitement de cette problématique. Pour la plupart d'entre vous, le spiritualisme est lié à la conception de l'âme immatérielle, immortelle, et est simplement une croyance religieuse. Eh bien non, en fait, puisque les premiers chrétiens étaient matérialistes. Pour Tertullien, le premier des pères de l'Église en langue latine, Dieu est un corps, et l'esprit n'est autre chose qu'une sorte de corps très subtil, qu'il identifie à une substance fluide. Et cette conception n'est pas du tout en opposition avec la croyance chrétienne de la vie éternelle et de la résurrection. On peut lire dans l'Ancien Testament plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et dans le Nouveau Testament, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombeaux, entendront la voix de Jésus et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc, Jésus-Christ est bien annoncé par l'Ancien Testament et confirmé par le Nouveau comme étant le chef des zombies et est lui-même aussi un zombie. En conclusion, la foi chrétienne ne présuppose pas les idées spiritualistes, mais on peut tout à fait être chrétien et matérialiste, contrairement à ce que croient et répètent la plupart des croyants aujourd'hui. Ces demi-chrétiens spiritualistes donnent seulement un sens symbolique à ce qui était, à l'origine, le fondement même de cette religion, l'assimilation barbare et cannibale du sang et du corps du Christ. J'ai utilisé cet exemple frappant pour vous montrer qu'il faut dissocier la question du spiritualisme des autres idées que vous pensez liées ou associées à vos croyances spiritualistes. Nous allons ici traiter la question du spiritualisme pour lui-même, indépendamment des autres idées liées ou associées aux conceptions spiritualistes. C'est vraiment la question de la nature, de l'âme, de la conscience et de l'esprit qui va nous intéresser, et nous mettons de côté la question de la vie spirituelle, la question du libre arbitre, la question de la vie après la mort. Toutes ces questions-là sont en fait indépendantes et on peut trouver des spiritualistes et des matérialistes qui les défendent. Le matérialisme des premiers chrétiens n'est pas si surprenant, étant donné que le matérialisme était une conception très répandue dans l'Antiquité. Parmi les 4 grandes écoles philosophiques officielles de l'Empire romain, il n'y a que le platonisme qui croit à l'immortalité de l'âme. Le père de l'Église du IIIe siècle, Origène, commentait à ce sujet « Les platoniciens qui croient en l'immortalité de l'âme sont des fous au jugement des stoïciens qui se moquent de leur crédulité. » Aristote, qui avait assisté pendant 20 ans au cours de Platon, se déclara contre l'immortalité de l'âme et ne traita ses idées que de rêveries. Et lorsqu'au début de la Renaissance, le philosophe Pomponas rappelle
à l'Église, qui s'est tant réclamée d'Aristote que l'âme humaine n'est pas immortelle, selon Aristote. Il déclenche la colère des inquisiteurs. Son traité de l'immortalité de l'âme est brûlé en place publique à Venise et fait partie des nombreux ouvrages proscrits par le Concile de Trente. Si pour les stoïciens, même Dieu est matériel, puisqu'il est la nature, Aristote, lui, ne va pas aussi loin. Pour Aristote, Dieu n'a pas de matière. Il est un pur esprit, au-dessus du monde, comme chez Platon et chez les théologiens chrétiens, conception spiritualiste qui, évidemment, n'existait pas dans l'Ancien Testament, ce que ne manquait pas de railler Spinoza lorsqu'il écrivait « Je ne vois pas que les théologiens aient jamais enseigné autre chose que les spéculations de Platon ou d'Aristote. Et ils y ont accommodé l'écriture, c'est-à-dire la Bible, de peur sans doute de passer pour disciples des païens. Il ne leur a pas suffi de donner dans les rêveries insensées des Grecs, ils ont voulu les mettre dans la bouche des prophètes. Car si vous leur demandez quels sont les mystères qu'ils voient dans l'écriture, ils ne vous produiront, je vous l'assure, que les fictions d'un Aristote, d'un Platon ou d'un autre semblable auteur de système. Fiction qu'un idiot trouverait plutôt dans ses songes que le plus savant homme du monde dans l'écriture. Après Spinoza, la réapparition des conceptions matérialistes va provoquer en Occident une réaction spiritualiste menée par l'évêque Berkeley et qui va servir d'inspirateur à tout l'idéalisme allemand. Berkeley ne va pas seulement considérer que l'âme est immatérielle, mais que le monde matériel lui-même n'est qu'une illusion produite par la conscience. Cette conception va effectivement prendre le nom d'idéalisme en philosophie, appellation douteuse qui était dénoncée par Paul Janet, qui écrivait « L'idéalisme jouit depuis quelques années d'une assez grande faveur auprès d'une certaine portion de la jeunesse philosophique de notre pays. Quelques esprits distingués qui ne veulent pas du matérialisme parce qu'il leur paraît une doctrine grossière, ni du spiritualisme parce que c'est à leurs yeux une doctrine vieillie, aiment assez à dire qu'ils sont idéalistes. Sur quoi l'on peut se demander « Qu'est-ce que l'idéalisme ?» Eh bien, l'idéalisme, de quelque point de vue qu'on l'envisage, n'est autre chose que le spiritualisme lui-même. L'idéalisme en philosophie, c'est donc en réalité le spiritualisme intégral. Et nous qui faisons la guerre des mots, eh bien, nous conservons le terme idéalisme dans son sens courant, à savoir l'idéalisme renvoie à une conception romantico-héroïque, quelqu'un qui se bat pour des idéaux et qui n'est pas forcément un spiritualiste. Depuis Descartes, la plupart des grands noms de la philosophie occidentale ont défendu des conceptions spiritualistes, accentuant le fossé avec les intuitions du monde scientifique qui, lui, est dominé par des penseurs matérialistes, qui cachent de moins en moins leur mépris pour les élucubrations des soi-disant philosophes. Et pourtant, on trouve dans notre monde contemporain des scientifiques de premier plan qui défendent ouvertement des conceptions spiritualistes. Par exemple, Roger Penrose, qui a eu récemment le prix Nobel pour les trous noirs, Andrei Linde,
connu pour son travail sur l'inflation cosmologique, Thibaut Damour, qui se réclame du Vedanta, c'est-à-dire le spiritualisme intégral des hindous, ou encore le grand mathématicien Kurt Gödel, proche du spiritualisme de Leibniz, conception qui déplaisait à Albert Einstein. Et en effet, on trouve d'autres très grands physiciens proches des positions matérialistes. Steven Weinberg, prix Nobel pour l'une des plus importantes avancées en physique quantique dans la deuxième partie du XXe siècle, avait publiquement pris position contre les interprétations spiritualistes de certains des pères de la physique quantique. Idem chez Max Tegmark, qui a publiquement critiqué les théories quantiques de la conscience proposées par Roger Penrose. En conclusion, un très haut niveau en physique, y compris en physique quantique, ne conduit pas à adhérer aux théories spiritualistes, mais elle ne vous en prémunit pas non plus, et montre que la question du spiritualisme n'est pas, à ce jour, une question résolue par la science, et reste donc un problème ouvert à la réflexion philosophique. Puisque sur cette chaîne, nous n'aimons ni la philosophie analytique des anglo-saxons, ni la philosophie continentale européenne, mais que nous pratiquons une forme de philosophie beaucoup plus proche de la philosophie antique, je vous propose de terminer cette introduction en clarifiant les notions d'âme, de conscience et d'esprit. Je vous ai mis un schéma classique de tripartition des êtres, conception que l'on trouve chez de très nombreux philosophes antiques, qui séparent les êtres entre ceux qui sont inanimés, ceux qui sont animés, et enfin ceux qui sont raisonnables. Et ce qui justifie la hiérarchie naturelle dans laquelle les êtres animés sont supérieurs aux êtres inanimés et les êtres raisonnables aux êtres animés, nous dit l'empereur stoïcien Marc Aurèle. Donc dans cette définition, l'âme est ce qui confère la sensibilité. Et donc l'âme est quelque chose qui est partagé entre l'homme et l'animal. Et les matérialistes de l'Antiquité ne niaient pas du tout l'existence de l'âme, ils disaient seulement que l'âme est un corps. Aujourd'hui, on dirait que l'âme, c'est le système nerveux. Ensuite, je vous ai proposé 3 niveaux de conscience, primaire, secondaire et tertiaire. La conscience primaire est la faculté d'intégrer en temps réel les données fournies par les sens en une scène cohérente qui va servir à moduler l'action. C'est une propriété que l'on retrouve au niveau de l'évolution chez les animaux qui ont un cerveau, c'est-à-dire principalement les vertébrés supérieurs. Donc vous voyez qu'avec cette définition, ni l'âme ni la conscience ne sont le propre de l'homme, et ce qui est le propre de l'homme, c'est la pensée qui est permise par les facultés intellectuelles d'Homo sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, l'homme qui a une conscience de soi, une conscience réflexive, une conscience secondaire qui l'élève à établir un sentiment de soi qui, lorsqu'il se connaît et se comprend lui-même, peut devenir cause de ses actions en ce monde. Donc la faculté qui permet la conscience secondaire, c'est simplement ce que l'on appelle la raison. Et donc lorsque l'on parle de l'âme seulement dans le sens de l'âme humaine, eh bien en fait on parle de l'esprit. Enfin, il existe selon nous un 3e niveau de conscience que j'appellerais la conscience de la totalité,
la compréhension intuitive du tout et de son soi cosmique qui produit la sérénité du sage. Notion que l'on développera dans de prochaines vidéos. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette clarification des notions, car elle permet à elle seule déjà de rejeter un certain nombre de sottises dites par des philosophes. Contrairement à Descartes, qui n'a pas rompu avec ses préjugés religieux, nous accordons comme Spinoza une âme aux animaux, mais si nous reconnaissons la sensibilité et même éventuellement la conscience primaire chez les animaux, nous ne sombrons pas dans l'indifférenciation de l'homme et de l'animal, et maintenons bien une distinction entre l'homme et l'animal. J'en viens maintenant à l'objet de cette vidéo, à savoir l'analyse et la réfutation des intuitions spiritualistes. La conception spiritualiste de l'âme a été magnifiquement combattue par le poète épicurien Lucrèce dans son livre 3, qui est dédié à la réfutation de cette hypothèse. C'est un texte simple à lire, agréable et très efficace, que je vous invite à découvrir. Voltaire jugeait de l'extrême urgence qu'il y avait à le traduire en français, pour faciliter sa diffusion. Lucrèce donne l'exemple d'un serpent qu'il tranche en deux avec son épée, et il voit les deux parties du corps continuer de s'agiter. Dirons-nous que chaque tronçon possède une âme entière ? Il s'ensuivrait qu'un animal aurait dans son corps plusieurs âmes. Ainsi donc, cette âme, qui était une dans le corps, a été partagée en même temps que lui. Et les deux substances doivent être regardées comme mortelles, puisqu'elles sont également divisibles. De même, si la conscience humaine avait un degré d'existence supérieur à celle du monde physique, on s'attendrait à ce que celle-ci ne soit pas directement altérable par les phénomènes matériels. Or, la médecine montre que le fonctionnement de la conscience dépend de processus neurobiologiques dans le cerveau. On a de nombreuses molécules, l'alcool, les somnifères, les drogues, les hallucinogènes, les neuroleptiques, qui sont capables de perturber ou rétablir le fonctionnement de la conscience. Et ceci est une observation ancienne, démontrant que l'esprit humain repose sur des bases matérielles. De même, la simple expérience de l'éveil et du sommeil montre à chacun de nous que sa conscience se met en marche et en veille, comme une machine. On constate qu'il y a des interruptions de la conscience, alors que l'on devrait au contraire avoir une conscience continue et une réalité matérielle interrompue si la conscience, et non la matière, était la réalité première, comme le pensent les spiritualistes. Pour un partisan du spiritualisme intégral, comme Schopenhauer, la vie n'est qu'un long rêve, parsemé parfois de petits rêves. Et en effet, le spiritualisme intégral est encouragé par l'expérience du rêve, car les rêves sont généralement si enivrants que l'on ne réalise qu'à notre réveil qu'ils étaient une illusion. Alors qu'est-ce qui me permet de dire que je ne suis pas ici encore en train de rêver ? Pour un esprit attentif, les rêves diffèrent toutefois de l'éveil par leur manque de cohérence interne et la mauvaise structuration des événements. Ainsi, si le rêve dure, je parviens généralement à prendre conscience que je suis en train de rêver à l'intérieur de mon propre rêve. Cela s'appelle le rêve lucide. Les esprits peu attentifs à la cohérence de la réalité qui les entoure sont moins aptes à faire cette différence et succombent plus facilement à l'idée que le rêve continue tout le temps. Toutefois, si le monde matériel était une sorte d'illusion associée à la conscience humaine, alors aucun événement n'aurait pu avoir lieu avant l'apparition de cette conscience.
La réalité physique devrait donc commencer et se terminer avec l'esprit humain. Or, la science contemporaine décrit via les fossiles et les datations radioactives des événements comme la naissance du système solaire ou l'apparition des végétaux, qui se sont déroulés avant l'apparition de toute conscience humaine, et qui sont donc incompatibles avec le spiritualisme intégral. Schopenhauer écrit à ce sujet: les processus géologiques ayant précédé toute vie sur Terre se sont effectués sans aucune conscience. Non dans la leur, puisqu'ils n'en ont pas. Non dans une conscience étrangère, parce qu'il n'en existait pas. Ils n'avaient donc pas, par manque de tout sujet d'existence objective. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas du tout. Or, que signifie alors leur s'être effectué? C'est au fond une simple hypothèse. On voit le malaise de Schopenhauer dans ce passage où il est incapable de répondre correctement à l'objection et se contente de la négliger comme une simple hypothèse que l'on pourrait oublier. Or, non, les datations radioactives et les fossiles ne sont pas de simples hypothèses, ce sont des faits avérés que l'on ne peut pas négliger. Et donc, un spiritualiste respectable sur le plan intellectuel serait quelqu'un capable de nous produire une compréhension du monde qui intègre toutes les objections que nous venons déjà de soulever, et toutes celles qui vont arriver, de façon cohérente. Or, à ma connaissance, cela n'existe pas, et le but de cette vidéo, c'est d'encourager les spiritualistes à prendre conscience des problèmes qu'il y a dans leur doctrine, et soit admettre plus clairement que le spiritualisme est une conception absurde, soit, si on est fier de la défendre, dans ce cas-là, il faut proposer des solutions claires et convaincantes à tous ces problèmes. Le spiritualisme est très répandu en philosophie pour encore d'autres raisons. Platon justifie son spiritualisme par le lien entre l'intelligence de l'esprit humain et les idées intelligibles, qu'il oppose au bas monde matériel, sensible et selon lui inintelligible, car il n'est que le reflet des idées qui existent dans le ciel intelligible. Les progrès de la science ont désormais démontré que la perception sensorielle était tout à fait intelligible et fonctionnait selon des principes anticipés par Démocrite. En fait, c'est un argument auquel Démocrite avait déjà répondu d'avance en affirmant la totale intelligibilité de la réalité matérielle. C'est très clair dans ce commentaire de Sextus Empiricus, un philosophe sceptique du IIIe siècle, qui écrit « Les partisans de Platon et de Démocrite supposaient que seuls sont vrais les intelligibles. Mais pour Démocrite, c'est parce que n'existe par nature rien de sensible, étant donné que les atomes, dont la combinaison forme toute chose, sont par nature dépourvus de toute qualité sensible. Pour Platon, en revanche, c'est parce que les sensibles connaissent un perpétuel devenir et jamais ne sont véritablement. Chez Descartes, le spiritualisme est favorisé par l'illusion que la formule « je pense, donc je suis » produit de se voir au centre du monde après avoir douté de tout, et provient du privilège de certitude accordé à la pensée sur la perception sensorielle, alors que la plupart de nos erreurs viennent d'une mauvaise interprétation par la pensée des justes données fournies par nos sens. Pour accepter la démarche de Descartes, il faut déjà admettre la logique. En effet, un réel sans logique serait un lieu où l'énoncé « je pense, donc je suis » ne serait plus forcément vrai, car les contradictions seraient permises. Si des choses comme 1 plus 1 égale 3 ou 1 égale 0 sont réellement possibles, alors des formules comme « ce qui existe n'existe pas » ou « je pense, donc je ne suis pas »
ne sont plus forcément inacceptables. Voyez donc l'erreur fondamentale sur laquelle reposent les philosophies spiritualistes, qui partent du sujet pensant pour faire de la conscience la chose première et réduisent ensuite le principe de raison à une simple faculté de l'esprit humain. Tout esprit qui n'affirme pas d'abord la toute-puissance absolue de la logique est illégitime à penser la réalité et à même affirmer qu'il existe. La logique mathématique est la certitude première, d'où doit découler tout ce qui m'entoure, y compris cette seconde évidence qu'est mon existence consciente. C'est selon moi l'argument le plus important. Ce n'est pas la conscience qui est le principe premier, c'est le principe de raison. Et donc la conscience ne peut pas être un principe arbitraire, un peu magique, sans explication, mais on doit proposer une vision du monde dans laquelle la conscience découle d'un processus qui ne viole pas le principe de raison. Mais Emmanuel Kant, que je considère comme mon principal ennemi en philosophie, a décrété que le principe de causalité ne s'appliquait aux choses qu'en tant qu'elles sont l'objet d'une expérience sensible, mais qu'il ne s'applique pas à la réalité non perçue. En dépit du bon sens, les partisans du spiritualisme intégral pensent que le monde physique n'existe en fait que dans nos esprits, comme pendant un rêve, qui n'est pas lui-même soumis au principe de raison. Alors se pose pour eux le problème de ce qui permet l'accord des différentes consciences avec le monde perceptible. En effet, tous les jours, différents esprits s'accordent sur la nature du monde externe, ce qui ne se comprend qu'avec l'existence d'une substance indépendante de la subjectivité des consciences, et que nous identifions habituellement comme étant la matière. Or, selon eux, le monde matériel existe en fait uniquement dans notre esprit. Donc, pour expliquer l'accord des différentes consciences, il leur faut réintroduire une entité qui fait le même travail que la matière absolue, afin de garantir l'objectivité des observations. C'est par exemple l'ordre préétabli par Dieu transcendant chez Leibniz. Et déjà, dans le spiritualisme de Berkeley, il y avait quelque chose qui crée l'illusion du monde matériel, et que l'évêque Berkeley identifie dogmatiquement à son Dieu chrétien. Et ces aveux illustrent bien la faiblesse de ces pensées antimatérialistes. En effet, il nie tout d'abord qu'une réalité externe et absolue, c'est-à-dire la matière, détermine nos représentations. Mais ils sont quand même obligés d'introduire quelque chose derrière les phénomènes, qui est la cause de nos perceptions. Kant s'est également pris dans cette contradiction. Et à la suite des critiques de Jacobi, il a dû proposer une seconde édition de sa critique de la raison pure pour essayer de pallier à ce problème. Mais je ne vois pas qu'il soit parvenu à le résoudre. Ni lui, ni personne d'autre. En résumé, si l'on rejette l'existence de la matière comme une entité indépendante et préexistante aux consciences, il faut savoir que l'on sera obligé de réintroduire quelque chose d'encore plus douteux et de bien moins établi que la matière pour la remplacer. Mais peut-être ne partagez-vous pas la croyance dans le spiritualisme intégral, mais seulement dans le spiritualisme simple d'une âme immatérielle qui s'insère dans un corps physique, lui, bien réel. Le grand argument en faveur de la conception de l'âme immatérielle et immortelle, ce sont les expériences de mort imminente. Au livre 10 de sa République, Platon raconte le mythe d'Air, dans lequel un personnage meurt au combat, puis revient miraculeusement à la vie et raconte son périple dans l'au-delà. Et le mythe d'Air comporte de nombreuses caractéristiques des expériences de mort imminente contemporaines
décorporation, rencontre avec des défunts, environnement magnifique, présence d'une lumière éclatante. Il semble donc que le phénomène ait été rapporté depuis longtemps et qu'il a fortement contribué à amplifier la croyance en l'existence d'une vie après la mort. Le phénomène est reconnu par la communauté scientifique. Je vous ai mis 2 publications sur le sujet qui permettent de mieux en comprendre la nature et les implications. Ces études montrent que l'on peut induire artificiellement une sensation de décorporation et les visions associées aux émis à l'aide d'impulsions électriques au niveau du cerveau ou en utilisant certaines drogues sur des sujets pleinement vivants. Ces hallucinations post-traumatiques semblent donc pouvoir s'expliquer naturellement par la neurophysiologie et ne constituent donc pas un argument convaincant en faveur de l'immatérialité de l'âme. En effet, plus de 90% des gens qui ont subi un arrêt cardiaque et qui ont été ranimés grâce à la médecine moderne n'ont pas le souvenir de ces visions, et au contraire, on a de nombreux cas, y compris certains qu'on peut induire en laboratoire, de personnes qui vont avoir ces visions sans avoir frôlé la mort. Donc l'interprétation de ces visions selon laquelle c'est l'âme qui sort du corps et qui s'élève vers l'autre monde quand on meurt ne rend pas bien compte de l'ensemble des observations. Une meilleure explication, c'est que ces hallucinations sont des productions naturelles du cerveau lorsque celui-ci échoue à intégrer correctement les informations sensorielles provenant de différentes aires cérébrales et qu'il compense cette désynchronisation en produisant ces visions. Dans l'Antiquité, le célèbre médecin Hippocrate, qui a subi une influence de Démocrite, déclarait à propos de l'épilepsie que cette maladie n'était, je cite, pas plus divine que tout le reste. Observer une crise d'épilepsie peut être extrêmement impressionnant. Beaucoup y ont vu une manifestation du diable, mais je pense que la majorité d'entre vous, même les croyants, reconnaissent aujourd'hui qu'Hippocrate avait raison. Eh bien, les expériences de mort imminente, le paradoxe EPR en physique quantique ou certains phénomènes atmosphériques sont respectivement à leur domaine ce que l'épilepsie est à la médecine. Oui, c'est très impressionnant, mais non. Plus on les étudie, et plus on les comprend, et moins on est convaincu par les explications spiritualistes, mystiques et paranormales. On me dira que ce n'est pas possible, et que la matière seule ne peut pas produire la conscience. Et en effet, c'est bien là l'une des autres sources fondamentales des croyances spiritualistes, cette prétention vulgaire d'avoir déduit l'incapacité absolue de la matière à produire la conscience, alors que nul n'a encore jamais pu prédire ce que peut réellement faire un corps, comme l'expliquait Spinoza dans un célèbre texte. Affirmer que la conscience, c'est-à-dire quelque chose qui est difficile à comprendre, requiert une substance immatérielle, revient à faire l'hypothèse d'une chose que l'on ne peut ni observer, ni déduire, ni comprendre, ni connaître, et surtout qui ne résout aucun problème. En effet, avec ce second mystère, on n'explique pas mieux le premier. Ceux qui sont incapables de cerner le fonctionnement de la conscience devraient s'en tenir à la devise de Socrate. Je sais que je ne sais pas. Mais en aucun cas sombrer dans la croyance aux esprits sans corps. Une erreur similaire avait jadis conduit au vitalisme, cette hypothèse d'une force inconnue dans les êtres vivants, imaginée par ceux qui avaient trop vite conclu que la biologie ne pourrait jamais s'expliquer seulement à partir de la complexité physico-chimique.
les progrès de la biochimie et de la biologie moléculaire ont fini par l'emporter sur l'obscure, introuvable et désormais inutile force vitale. Parions donc que les progrès de l'intelligence artificielle finiront par avoir raison du spiritualisme. Et ce que nous venons de dire là s'applique également aux théories quantiques de la conscience. Le physicien Max Tegmark dit à ce sujet « Il semble que certaines personnes soient malgré tout convaincues qu'il y a un lien entre la mécanique quantique et la conscience uniquement parce qu'elle nous semble également mystérieuse. » L'argument de fond des spiritualistes, c'est donc de mystifier la conscience, d'en faire un principe incompréhensible, au lieu d'essayer de l'expliquer. Ce que nous allons faire maintenant. Aujourd'hui, notre capacité à deviner les pensées et à lire dans les rêves, à l'aide d'algorithmes informatiques couplés à de l'imagerie cérébrale, suggère que l'activité du cerveau semble suffisante à expliquer la conscience. Ceux qui pensent que le cerveau n'est que l'antenne réceptrice de l'âme immatérielle dans lequel se trouve la pensée, sont ici confrontés à un grave défi. Ces observations semblent bien suggérer que la complexité matérielle contient la complexité de la pensée, et du coup on peut passer le rasoir d'Occam sur l'âme immatérielle, qui devient simplement une hypothèse inutile, qui complexifie inutilement le problème, sans apporter aucune contribution à l'explication du fonctionnement de la pensée. Cette conclusion est également soutenue par l'étude de patients atteints de lésions dans diverses régions des hémisphères cérébraux et affectés de troubles précis, dont parfois des perturbations qui touchent leur caractère et leur capacité à former des sentiments. Ainsi, un grand nombre d'observations nouvelles et anciennes convergent vers l'idée que l'esprit est un processus reposant sur des bases matérielles et fonctionnant selon des principes rationnels. Les spiritualistes considèrent l'esprit comme la réalité première avant la matière. Or, un examen attentif de la notion d'esprit montre toutefois que celui-ci est constitué d'au moins deux choses différentes, une mémoire et une faculté d'analyse. En effet, sans aucun souvenir et sans aucune capacité d'associer, de comparer et de manipuler des informations, la notion d'esprit n'est plus concevable. Or, si le concept d'esprit peut être décomposé et réduit à l'association d'au moins deux choses, alors l'esprit ne peut plus être une chose première, mais son origine doit être recherchée et expliquée. De multiples exemples issus de la biologie et de l'informatique illustrent désormais qu'une mémoire et une faculté d'analyse sont des choses qui reposent sur des structures matérielles. Puisque la mémoire et l'intelligence peuvent s'expliquer toutes deux grâce à des réseaux neuronaux biologiques ou des réseaux neuronaux artificiels, l'esprit nous apparaît dépendant de la matière et il n'est pas une chose première, préexistant à la matière. Alors c'est le moment de vous parler des idées de Gerald Edelman, prix Nobel de médecine, pour la découverte de la structure des anticorps et qui a été amené à développer des idées très profondes pour expliquer le fonctionnement de l'intelligence et de la conscience. Lors d'une infection bactérienne ou virale, le système immunitaire se met à produire des anticorps
des macromolécules spécifiques contre ce pathogène qui apparaissent dans le sang. Et lorsque vous avez la grippe, eh bien, vous allez avoir des anticorps contre la grippe et qui ne vous protègent pas contre d'autres infections comme la rougeole, ni contre une autre variante de la grippe. Les anticorps sont ultra spécifiques, ce sont des antidotes contre un pathogène. Et donc l'un des mystères de la biologie était de savoir comment est-ce que le corps fait pour inventer rapidement un antidote spécifique contre le pathogène. Et l'idée qui a été proposée à partir de la connaissance de la structure des anticorps, eh bien, c'est que le corps possède déjà toute une panoplie d'anticorps différents. Il y a en fait un système de recombinaison qui produit des milliards de formes différentes d'anticorps qui préexistent chez tout le monde dans notre sang. Et ensuite, il y a un système de sélection qui est capable d'identifier si l'un des anticorps que vous possédez déjà s'accroche au pathogène qui est en train de vous envahir. Et si c'est le cas, eh bien cet anticorps présélectionné est alors produit en masse pour lutter contre l'infection. Et le corps va même faire ce qu'on appelle de l'hypermutation somatique, il va même reproduire plein de variants à partir de ce premier candidat sélectionné pour retester encore des nouvelles combinaisons et affiner comme cela et produire des anticorps encore meilleurs de seconde génération. Donc le système immunitaire trouve la solution sans aucun raisonnement et sans aucun calcul, c'est seulement une sélection dirigée, mais qui produit au final un résultat extrêmement intelligent. Et lorsqu'on a compris que c'est effectivement comme cela que fonctionne le système immunitaire, la grande idée de Gerald Edelman a été de se dire « Mais est-ce que l'intelligence du cerveau ne fonctionnerait pas selon les mêmes principes ?» Et il va proposer l'idée que nous avons tous déjà en nous différents réseaux neuronaux qui sont capables de réagir à certains stimuli, et ensuite, ces réseaux vont s'entraîner pour se perfectionner, et avec des critères très simples de sélection, on arrive à produire des structures qui sont capables de réaliser des opérations très complexes, comme la reconnaissance d'images, que l'on ne parvient pas à programmer manuellement avec des algorithmes conventionnels. Même des réseaux de neurones assez simples défient la compréhension que l'on peut donner simplement en quelques mots avec notre langage usuel. Ce qui explique pourquoi la compréhension des phénomènes de l'esprit et de la conscience reste limitée et ne peuvent être approchés que de façon approximative par notre compréhension théorique. Mais ceci ne nous empêche pas de commencer à vous proposer un modèle expliquant les différents niveaux de conscience et permettant de clarifier ces notions. Je vous ai préparé un petit schéma qui illustre la manière dont l'information est traitée par le système nerveux. Donc l'information à l'origine, elle provient de récepteurs sensoriels, les yeux, les oreilles, et elle peut conduire soit directement à un réflexe animal automatique, un flash de lumière intense, vous fermez les yeux, ce sont les réflexes primaires que nous partageons avec les invertébrés. Et c'est ce qui correspond au niveau 0 de conscience. Ensuite, si le cerveau est suffisamment évolué, ces informations peuvent être traitées par des cartes neuronales qui, si elles sont suffisamment entraînées, sont capables de faire de la catégorisation perceptive, c'est-à-dire de reconnaître et d'identifier les éléments qui sont présents dans l'information sensorielle. Donc c'est comme de la reconnaissance d'image. Et si ensuite vous avez un système qui est capable de centraliser toutes ces informations et de les rassembler dans une scène cohérente, eh bien le cerveau va obtenir la capacité de se remémorer le présent qui apparaît dans la mémoire de travail. Et c'est ce phénomène que l'on appelle la conscience primaire de niveau 1. Ensuite, chez des animaux un peu plus évolués, ils vont acquérir en plus une mémoire conceptuelle à long terme qui va leur permettre
d'aller rechercher des souvenirs d'événements passés afin d'affiner les réactions. Et il y a un besoin d'organiser cette mémoire conceptuelle pour la rendre plus efficace. Et lorsque l'on possède des facultés intellectuelles suffisantes pour réorganiser les concepts mémorisés entre eux, au point même de générer des concepts de concepts, eh bien, on produit de la pensée autonome et intelligente qui n'est pas juste une réaction ponctuelle à un stimuli sensoriel. C'est ce que l'on appelle la conscience réflective, la conscience de niveau 2. Voilà, donc j'espère que ces explications vous permettent de sentir un petit peu comment ça peut fonctionner. Pour ceux qui voudront approfondir leur réflexion sur ce sujet, eh bien, je leur conseille de lire le livre de Gérald Edelman, Biologie de la conscience. Et vous trouverez également un résumé de ces idées dans mon essai philosophique. Alors maintenant que vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne dans votre cerveau, eh bien, vous allez pouvoir mieux l'utiliser. Pour penser un problème complexe, eh bien, il faut déjà conceptualiser une solution simplifiée. Ensuite, il faut générer le maximum de variantes possibles de cette solution, les retester une par une et voir celle qui pourrait être meilleure. Et progressivement ainsi, on peut perfectionner son modèle théorique et se rapprocher de la vérité. Mais du côté des empiristes bornés qui refusent cet effort conceptuel et qui veulent tout résoudre par la méthode quasi-empirique que dénonçait Einstein, on arrive également sur le thème de la conscience à des aberrations comme le test de Turing. Le test de Turing est une expérience ayant pour but de savoir si on a réussi à construire un objet conscient. Pour cela, on fait dialoguer un être humain avec un programme artificiel, et si cet être humain n'est pas capable de se rendre compte qu'il dialogue avec un ordinateur, si les réponses lui paraissent indiscernables de celles produites par un être humain, eh bien, on est empiriquement forcé d'admettre que l'ordinateur est capable de penser comme un être conscient. Seulement voilà, si demain je fabrique une fraise artificielle avec une imprimante 3D, des textures synthétiques et des arômes chimiques, et que cette fausse fraise est tellement bien faite que lorsqu'on la donne à goûter, eh bien, tout le monde a l'impression que c'est une véritable fraise. Ai-je prouvé que j'ai créé une fraise ? Eh bien non, l'objet n'a ni les qualités nutritives, ni les vitamines, ça ne provient pas d'une plante, il n'y a pas d'ADN dedans, bref, ce n'est pas une fraise. C'est juste un artefact évolué qui nous leurre. Donc, est-il possible de fabriquer un programme capable d'imiter la pensée sans véritablement penser ? Eh bien, peut-être. Et donc, pour savoir si un robot évolué qui aurait passé le test de Turing est réellement conscient et a une réelle pensée, eh bien, ce n'est pas le test de Turing qui est vraiment conclusif, mais c'est l'analyse et la compréhension du fonctionnement interne de cette machine qui nous permettrait de nous convaincre qu'il est véritablement conscient ou qu'il ne l'est pas. Mais donc, peut-on en théorie construire une machine consciente ? Eh bien, la réponse me semble plutôt oui. En tout cas, le modèle que nous avons proposé de fonctionnement de la conscience ne semble pas requérir absolument d'être dans un être biologique. Et donc, il doit pouvoir exister des consciences dans des êtres cybernétiques. Donc, on voit par ce petit exemple que c'est la compréhension de l'essence de la conscience qui nous permet d'avoir un avis sur les lieux où celle-ci peut exister et les lieux où elle ne peut pas exister. Enfin, cette compréhension va nous permettre de terminer de combattre les derniers préjugés spiritualistes que nous n'avons pas encore combattus
et qui demeure peut-être parmi vous. À partir du moment où on admet que la conscience peut exister dans un système informatique artificiel, les mêmes instincts qui ont poussé au spiritualisme intégral amènent à l'idée de la simulation. On retrouve les mêmes idées, le monde matériel n'existe pas, il n'est qu'une production de la simulation. Alors peut-on prouver que l'on est ou que l'on n'est pas dans une simulation ? Non, c'est impossible. Mais ça me paraît hautement improbable, et pour une raison simple, c'est que le coût énergétique de la simulation est très supérieur à la réalisation physique effective des objets simulés. Par exemple, le calcul quantique pour des molécules chimiques assez simples est déjà hyper complexe et nécessite l'emploi de supercalculateurs en utilisant juste des approximations. Si on devait rechercher les solutions exactes pour éviter les bugs qui sinon apparaîtraient rapidement dans le système, il faudrait utiliser une théorie qui comprend toutes les interactions, c'est-à-dire pas seulement la théorie quantique, mais une théorie unifiée, genre théorie des cordes. Et là, la complexité des calculs dépasse tout ce que l'on peut faire. En conclusion, si la simulation exacte de notre monde coûte plus cher à faire fonctionner que ce que coûte le fonctionnement de notre monde matériel, eh bien, les endroits où cette réalité est simulée sont extrêmement minoritaires dans l'univers par rapport au monde physique réel, et nous ne sommes donc très vraisemblablement pas dans une simulation. Enfin, que penser du concept de conscience cosmique ? Eh bien, beaucoup de mal. On rappellera ici que ceux qui interprètent le Dieu de Spinoza comme cela ne l'ont pas compris. C'est mon point de vue, mais c'est également celui de la plupart des spécialistes. Je vous ai mis des références. Il n'y a pas de conscience à l'échelle du cosmos, tout simplement parce que la compréhension de la structure globale du cosmos ne réunit pas les conditions nécessaires au fonctionnement d'une conscience. Le premier ouvrage de Spinoza, c'est le traité de la réforme de l'entendement, dans lequel il dit « Quand nous connaissons la nature de l'âme, nous ne pouvons forger l'idée d'une âme carrée, bien que nous puissions exprimer en parole n'importe quoi. Mais comme nous l'avons dit, moins les hommes connaissent la nature, plus facilement ils peuvent forger de nombreuses fictions, telles que des arbres qui parlent, des hommes changés subitement en pierre, en source, des fantômes apparaissant dans les miroirs, rien devenant quelque chose, même des dieux changés en bêtes et en hommes, et une infinité d'autres semblables. Et en effet, les arbres sont des végétaux, ils n'ont pas de système nerveux, leur attribuer la parole est donc simplement une absurdité. Et bien de même, attribuer une conscience, un esprit et une volonté à Dieu, l'être éternel, immuable et qui est hors du temps, c'est n'avoir rien compris au concept de Dieu ni à l'essence de la conscience. La conscience est un phénomène qui consomme de l'énergie et qui se déroule dans le temps. Un être situé hors du temps ne peut pas être un être conscient. Si demain quelqu'un vous raconte qu'il a eu une conversation politique avec son chat, vous le raillerez comme un fou, qui fait des associations ridicules de notions incompatibles entre elles. Eh bien, tous ceux qui veulent relancer la vieille croyance irrationnelle dans le bon Dieu, en la dissimulant derrière le vague concept New Age absurde de conscience cosmique, méritent le même mépris.